Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Aujourd'hui, nous poursuivons le module portant sur la connectivité IP. Nous continuons avec le protocole RIP. Je suis Binele Abana Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Alors, la présentation portera autour des points suivants: les caractéristiques de RIP, mise à jour RIP et minuteur ou timer RIP, la notion de split horizon, calcul de métrique, la configuration de base de RIP, puis la notion de passive interface et auto-summarization ou alors auto-résumé de route, auto-contraction de route. Alors, nous commençons par voir les caractéristiques du protocole RIP. Donc, RIP est un protocole de routage dynamique qui peut être utilisé par des protocoles, par des routeurs, autant pour moi, pour échanger des informations sur les routes qui leur sont directement connectées ou à prise d'autres routeurs RIP. Donc, précédemment, nous avons vu deux familles de protocoles dans la grande famille de protocoles internes IGP. Nous avons vu les protocoles de routage à vecteur de distance et les protocoles de routage à état de lien. Donc, RIP fait partie de la famille des protocoles de routage à vecteur de distance. Donc, c'est-à-dire, c'est un protocole qui a seulement une vue partielle du réseau, c'est-à-dire, il a une vue seulement jusqu'au saut suivant. Voilà, donc il ne peut pas savoir comment ça se passe après son saut suivant. Donc, c'est le plus ancien protocole de routage et la version actuelle pour IPv4, c'est RIP version 2 et pour IPv6, c'est RIP NG. Donc, les mises à jour de RIP version 2 sont envoyées sous forme de paquets multicast. Donc, pour ne pas avoir à envoyer plusieurs paquets pour chaque route spécifique, donc RIP va mettre les informations de routage dans un paquet multicast, donc un paquet qui va donc être envoyé à plusieurs routeurs en même temps. Donc un seul paquet destiné à tous les routeurs appartenant au groupe RIP, c'est-à-dire le groupe 224.0.0.9. Donc tous les routeurs RIP version 2 permettent à leurs interfaces de recevoir des paquets ayant une adresse IP de destination 224.0.0.9. Donc un routeur qui a RIP configuré dessus va permettre donc à ces interfaces de recevoir ces paquets-là. Donc un paquet qui a pour adresse de destination 224.0.0.9 sera traité par un routeur RIP. Donc RIP est un protocole de couche application qui utilise le port UDP 520 pour les communications. Donc c'est pour ça d'ailleurs que RIP n'est plus du tout utilisé aujourd'hui dans les réseaux, parce que il est extrêmement lourd, parce que pour pouvoir prendre possession des informations de routage, il faut aller jusqu'à la couche application. Donc il faut désencapsuler pour arriver jusqu'à la couche application, donc ce qui nécessite un temps de traitement élevé par rapport aux autres protocoles de routage que nous verrons plus tard. Donc RIP est un protocole de classe. Bon, bien sûr, ici, c'est la première version de RIP. Lorsqu'on parle de RIP, ici, nous parlons de la première version de RIP. La première version de RIP, donc, est un protocole sans classe, est un protocole de classe. C'est-à-dire que on annonce les routes sans le masque réseau. Donc, il reconnaît chaque réseau à partir de sa classe de base. Par exemple, pour une interface ayant l'adresse 10.1.2.1/24, qui appartient donc à un routeur RIP, celui-ci annoncera donc le réseau 10.0.0.0 sans le masque 255.0.0.0. Vous voyez que là, on n'a aucune idée de savoir que c'est un sous-réseau qu'on est en train d'annoncer. Donc, il va annoncer tout le réseau de classe. Donc, ça, c'était l'inconvénient de la première version de RIP.
Heureusement, la version 2 de RIP a amélioré cela. Donc, la version 2 de RIP prend en charge la validation des RIP, des voisins RIP en utilisant donc une authentification basée sur le texte clair ou les clés MD5. Donc, l'amélioration faite, la première amélioration faite au niveau de la deuxième version de RIP, c'était qu'on va authentifier les messages, les messages RIP des voisins. Donc, pour être sûr qu'une personne malveillante n'essaye pas d'introduire, par exemple, les informations de routage dans le réseau RIP. Donc, l'identification garantit que les routes reçues par le routeur proviennent des sources ou des routeurs de confiance. Alors, la seconde chose, c'est que RIP version 2 prend également en charge la synthèse de route, donc le résumé de route, la contraction de route. Ça veut dire que plusieurs sous-réseaux qui ont un même préfixe pourront être mis ensemble et on va annoncer juste le réseau qui les synthétise tous. Donc, il vous permet donc d'envoyer une route de synthèse pour représenter un groupe de routes, vous permettant de réduire la taille de votre table de routage. Comme nous le disions, une amélioration nette de RIP a été faite au niveau de la version 2 de RIP. C'est que le RIP version 2 est un protocole de routage sans classe. Donc, concrètement à RIP version 1 qui était un protocole de routage de classe, donc RIP version 2 est un protocole de routage sans classe, c'est-à-dire que un protocole de routage sans classe est un protocole qui envoie l'adresse réseau avec le masque. Donc, cela permet donc au routeur de réception de connaître le masque exact. Donc, par exemple, une interface ayant l'adresse 10.1.2.1/24 appartenant à un réseau, à un routeur RIP, celui-ci annoncera le réseau 10.1.2.0 avec le masque 255.255.255.0. Or, cela n'était pas pris en charge dans la version 1 de RIP. Donc, ça, c'était donc une nette amélioration du protocole RIP. Donc, voilà donc pour les caractéristiques du protocole RIP. Nous poursuivons donc avec la notion de mise à jour ou alors et les minuteurs de RIP. Donc, comme tout protocole de routage, RIP doit annoncer les routes de chaque routeur. RIP doit annoncer les routes qui lui sont directement connectées. Donc, cela se fait donc à travers des messages de mise à jour, voilà, de mise à jour qui vont être envoyés de manière régulière. Donc, minuteur de mise à jour, c'est quoi? C'est que RIP version 2 envoie périodiquement toutes les routes de la table de routage à toutes les interfaces activées pour le protocole RIP. Donc, cet intervalle de temps est connu sous le nom de minuteur de mise à jour. Donc, l'intervalle de temps de mise à jour par défaut est de 30 secondes. Donc, chaque 30 secondes, un routeur RIP va envoyer toutes les routes contenues dans sa table de routage. Nous avons également un minuteur d'invalidation ou en anglais invalidation timer. Donc, au cas où le routeur tombe en panne ou que la liaison entre deux routeurs est interrompue ou qu'une interface réseau d'un routeur est en panne, donc en cas de problème, le routeur récepteur conservera la route comme route valide pendant une certaine période de temps. Donc, cet intervalle de temps est connu donc sous le nom de minuteur d'invalidation. Il est par défaut de 180 secondes. Ça veut dire que un routeur, un voisin RIP, par exemple, même si une interface avec un de ses voisins est en panne ou alors un réseau qui est contenu dans sa table de routage n'est plus accessible pour quelque raison que ce soit, le routeur là va d'abord conserver l'information de routage pendant 180 secondes. C'est pour éviter qu'il y ait des instabilités comme quoi peut-être s'il y a une interface galopante, que à chaque fois on supprime, on ajoute, on supprime, on ajoute. Donc on conserve d'abord cette information malgré qu'il y a un problème. L'information est conservée pendant 180 secondes dans la table
de routage avant d'être supprimé. Donc, minuteur de maintien ou alors hold down timer. Donc, si le nombre de sauts vers une destination donnée augmente, donc le nombre de sauts vers une destination augmente, ça veut dire la métrique RIP a augmenté. Le routeur définit un temps de maintien pour donc pour cette route-là. Donc, en implémentant cela, la probabilité qu'une information mauvaise ou corrompue pénètre dans la table de routage est réduite. Mais comprenons encore une fois que rien n'est gratuit dans ce cas-là. Donc, le compromis est le temps de convergence. Donc, le temps de maintien par défaut est de 180 secondes. Donc, en ce qui concerne le temps de maintien ou hold-on time, concrètement au temps d'invalidation, le temps de maintien va permettre d'empêcher un changement de métrique pendant 180 secondes. Donc, c'est-à-dire que si le nombre de sauts a augmenté, avant de mettre à jour cette augmentation, ou alors ce changement de métrique, on va attendre 180 secondes. Et puis, après ces 180 secondes, si cette information est toujours maintenue intacte, elle sera donc changée vers la nouvelle valeur. Ensuite, nous avons également à comprendre certains concepts. Donc, tout d'abord, nous allons mieux comprendre les minuteurs avec l'architecture que vous voyez sur la figure. Donc, supposons que l'interface réseau de R1 portant l'adresse IP 192.168.1.0/24 soit en panne. Donc, cette interface loopback, l'interface loopback de R1 par exemple, supposons qu'elle soit en panne. Donc, R1 enverra le prochain paquet update sans ce réseau à ses voisins R2 et R3. Donc, cette information sera envoyée vers R3 et vers R2. Que le réseau 192.168.1.0/24 n'est plus accessible. Alors, puisque l'interface E00 est plus rapide que l'interface série S10, donc R3 recevra donc le paquet update de R1 longtemps avant R2. Parce que là, comme nous avons ici, ça c'est l'interface série. Là, c'est l'interface série avec R2 et ici c'est l'interface Ethernet qui est de 10 mégabits par seconde. Donc ce paquet que R1 envoie à R3 va arriver longtemps à R3 par rapport à R2. Donc puisque R2 possède donc toujours la route 192.168.1.0/24 via R1, supposons qu'il envoie son update périodique, voilà, à R3. Donc R3 va installer la route 192.168.1.0/24 via R2. Voilà. Donc R3 a déjà reçu l'information que la route 192.168, la destination 192.168.1.0/24 n'est plus accessible. R3 a déjà effacé ça dans sa table, par exemple, s'il n'y a pas les timers, bien sûr. Et R2, lui, reçoit en retard ce paquet de non-disponibilité de cette destination-là. Mais en avant, bien avant, il a déjà envoyé son update périodique vers R1 et R3, donc vers ses voisins. Donc, vous voyez que R1 va installer cette route-là, puisque la route n'est plus logée en son sein. R1 va installer, R3, autant pour moi, va installer le réseau 192.168.1.0/24 via R2 dans la table de routage et va l'inclure dans son prochain update. Voilà. Donc maintenant, R2 finalement reçoit aussi l'update de R1 ne contenant pas le réseau 192.168.1.0/24 via R1 et supprime cette route de sa table de routage et n'inclura pas cette route dans le prochain paquet update. Vous voyez qu'on va se retrouver dans une boucle. On va se retrouver dans une boucle qui ne va jamais terminer parce que tout simplement, on a
laisser les routeurs fonctionner de manière autonome comme ils veulent. Donc, R1 reçoit aussi le paquet update de R3 contenant la route 192.168.1.0/24 via R2. Donc, puisque l'interface Ethernet est plus rapide, bien sûr. Donc, R1 va installer encore cette route-là via R3 dans la table de routage et inclura ça dans son prochain saut. R3 recevra le paquet update de R2 ne contenant pas le réseau 192.168.1.0/24 et supprimera cette route dans sa table de routage, puis ne l'inclura pas dans son prochain update. Et aussi R2 recevra le paquet update de R1 contenant la même route qu'il va installer dans sa table de routage. Donc, ça va créer une boucle. Donc, nous aurons donc une boucle de routage. Mais, heureusement, le minuteur de maintien permet d'éviter les boucles dans un réseau RIP. C'est-à-dire que il va attendre quand R1 va envoyer les paquets de mise à jour disant que ce réseau 192.168.1.0/24 est inaccessible. R2 et R3 vont d'abord maintenir le réseau 192.168.1.0/24 dans leur table de routage. Ils vont d'abord maintenir la route allant vers cette destination-là pendant 180 secondes pour éviter que ils puissent recevoir une information contradictoire provenant d'un de leurs voisins. Donc, après les 180 secondes, en ce moment-là, ils vont supprimer cette information-là de leur table de routage. Donc, voilà donc le rôle du temps de maintien. Donc, supposons maintenant que l'interface E00 de R1 portant l'adresse IP 172.16.13.0/24 soit en panne lorsque R3 a déjà installé la route 192.168.1.0/24. Donc, R3 a déjà installé 192.168.1.0/24 dans sa table. Et une fois qu'il a installé ça, son interface 00 tombe en panne. Qu'est-ce qui va se passer? R3 ne recevant plus le paquet update de R1, donc n'aura aucun moyen de savoir que cette route est déjà invalide. Il maintiendra donc cette route dans sa table de routage. Vous voyez que là, c'est pas une bonne chose parce que s'il ne peut plus communiquer ici, R3 ne peut pas être au courant que la route 192.168.1.0/24 n'est plus accessible. La route allant vers cette destination-là va demeurer dans la table de routage de R3 inutilement. Ça va occuper la table inutilement. Et en plus de ça, R3 va essayer d'atteindre ce réseau-là en passant par justement l'interface E00, mais pourtant cette interface-là est inaccessible. Donc, ça va créer des problèmes de routage. Le temps d'invalidation, donc le minuteur d'invalidation, permet donc d'éviter cela en spécifiant un intervalle de temps pendant lequel une route est valide si le routeur ne reçoit aucune mise à jour de cette route-là. Donc, c'est extrêmement important, ces minuteurs-là, dont le temps d'invalidation permet donc de pouvoir supprimer une route de la table de routage si le routeur ne reçoit pas les mises à jour pendant une certaine durée de temps. Donc, un autre concept encore aussi important, c'est le concept de Split Horizon. Split Horizon garantit que les routes apprises sur une interface spécifique ne sont pas renvoyées sur la même interface. Donc, dans le diagramme que nous voyons là, R1 apprendra le réseau 192.168.0/24 via son interface E00. Donc, il va apprendre ce réseau-ci là via son interface E00. Et puis, il ne renverra pas le réseau 192.168.3.0/24 à R3 via cette interface-là. C'est ça le concept de Split Horizon. Donc, à cause du Split Horizon, lorsque je reçois une
une destination, donc une route vers une destination à partir d'une interface, je ne dois plus annoncer cette route-là à travers cette interface ou à partir de laquelle j'ai reçu cette route-là. Donc, Split Horizon est activé par défaut sur un routeur Cisco et vous avez la possibilité, bien sûr, de le désactiver. Donc, il doit être désactivé dans certains cas, comme dans le DMVPN, le Dynamic Multipoint Virtual Private Network, que vous verrez pour ceux qui vont faire, par exemple, le CCNP Enterprise Infrastructure. Donc là, c'est le concept de Split Horizon. Nous allons voir à présent le concept de métrique. À quoi correspond la métrique du protocole RIP. Donc, le calcul de la métrique de RIP est extrêmement facile. C'est un protocole facile, mais facile pour les humains, mais complexe ou alors lourd pour le routeur. Donc, RIP version 2 est un protocole de routage avec telle distance. Il calcule le meilleur itinéraire en fonction d'une métrique de distance. Ici, donc, la distance dans le cadre de RIP est mesurée en examinant le nombre de sauts ou alors le nombre de routeurs à traverser pour atteindre une destination spécifique. Donc, c'est ce qu'on appelle donc un saut. Donc, si un routeur RIP reçoit la même route de deux routeurs voisins, il analysera le nombre de sauts et insérera la route avec le plus petit nombre de sauts dans la table de routage. Il va donc rejeter l'autre route, tout simplement. Donc, si les routes ont le même nombre de sauts, RIP insérera les deux routes dans la table de routage et effectuera l'équilibrage de charge du trafic sur les deux routes égales. Donc, RIP a une limite de 15 sauts en tant que route valide. Donc, à partir de 16 sauts, la route devient inaccessible. Donc, voilà en quelque sorte donc, donc comment le calcul de la métrique se passe. Voyons ça par un exemple concret. Donc, sur la base donc, du diagramme suivant, Aircroix annoncera le réseau 192.168.3.0/24 à R1 et à R2 avec un nombre de sauts de 1 parce que ce réseau est directement connecté à Aircroix. Donc R2 à son tour enverra la route 192.168.3.0/24 à R4, à R1 autant pour moi, R4 et R5 avec comme nombre de sauts 2 parce qu'il a reçu ça de Aircroix. Donc il va incrémenter avant d'envoyer pour dire ben, cette route là comme je suis à un saut de cette route là, je vous l'envoie et puis cette route sera à 2 sauts de vous. Alors R1 aura désormais donc deux façons d'accéder au réseau 192.168.3.0/24. Donc une manière via Aircroix puisqu'il a reçu la mise à jour de Aircroix avec un nombre de sauts de 1 et une autre manière via R2 avec un nombre de sauts de 2. Donc R1 va donc finalement choisir la route via Aircroix parce que le nombre de sauts est inférieur à la route via R2. Donc R1 annoncera donc, et donc va donc installer cette route là via Aircroix dans sa table de routage et va supprimer la route via R2. Donc R1 va annoncer également la route 192.168.3.0/24 vers R2 avec un nombre de sauts de 2. Voilà. Il ne va pas annoncer vers Aircroix parce qu'il a reçu cette route-là à partir de l'interface E00, donc il ne peut pas renvoyer, annoncer cela vers, en utilisant l'interface E00. Il va plutôt annoncer ça vers en utilisant l'interface série S10. Donc R2 préférera donc la route via Aircroix parce que la route via Aircroix est à un saut. Il va donc installer la route via Aircroix. Il va maintenir la route via Aircroix dans sa table de routage et supprimer donc la route reçue de R1. Donc R2 va annoncer à son tour la route 192.3.0/24 vers R4 avec un nombre de sauts de 2. Donc R4 insérera la route dans la table de routage car c'est la seule route qu'il reçoit. Donc voilà donc
comment dans le processus de fonctionnement du protocole RIP, comment le calcul de la métrique RIP s'effectue.